Coucou les collégiens, on revient vers vous pour le troisième récap pour le troisième pays qu'on a fait en Amérique du Sud et cette fois-ci on a été au Chili. Donc le Chili, c'est un pays de 19 millions d'habitants qui est assez particulier parce qu'il fait plus de 4300 km de long pour seulement 200 km de large. Donc à l'ouest, on trouve l'océan Pacifique et à l'est, c'est la cordillère des Andes, c'est la grande chaîne de montagnes qui va du nord au sud de l'Amérique et qu'on a déjà vu en Argentine. Et pour cette raison, le Chili est un pays très allongé. Donc il y a différentes régions avec au sud, par exemple la Patagonie où il fait très froid et au nord des déserts où il fait très chaud et où il ne pleut pas. Et du coup, pour vous présenter un peu le pays, donc c'est un pays qui est assez particulier au niveau de son fonctionnement, puisqu'il a été très marqué il y a une trentaine d'années par la dictature de Pinochet, qui a eu une politique ultra-libérale, donc qui a amené à la privatisation de nombreux services, et donc du service de la gestion de l'eau notamment. Et du coup, pour expliquer un peu le principe de privatisation, donc en gros, tous les habitants doivent payer un accès à l'eau, et pour l'agriculture, c'est un droit de l'eau, donc qui marche sous forme d'action, et donc c'est un prix qui peut varier et qui du coup qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes qu'en France où on sait qu'on peut ouvrir le robinet et qu'on aura de l'eau et que l'eau c'est un accès qui est censé être un peu essentiel et là du coup si t'as pas l'argent pour payer t'as pas d'eau. Et du coup on a été dans la capitale qui est Santiago, donc il y a beaucoup d'habitants, c'est une ville de 7 millions d'habitants où il y a une très forte pollution, on a été marqué par le nuage de pollution au-dessus de la ville. Et du coup, l'eau est gérée par une entreprise privée qui s'appelle Aguas Andinas là-bas. On a aussi visité un village dans la périphérie de Santiago qui s'appelle Maria Pinto, où il y a une très forte production de maraîchage, avec plus de 65% de la production qui permet d'alimenter la ville de Santiago. Et donc l'eau là-bas provient de la cordillère, et pour le coup, ils n'ont pas du tout de problème pour avoir accès à l'eau. Au contraire, ils ont même eu des problèmes d'inondation. Et du coup, comme Maria Pinto, c'est en périphérie de la ville, on a pu voir que c'était quand même aussi très marqué par la pollution, avec du coup beaucoup de déchets qui sont rejetés sûrement dans les cours d'eau. Donc au tout début de notre voyage au Chili, on s'est rendu sur l'île de Chiloé, donc c'est au sud, c'est proche de la Patagonie. Donc vu que c'est une île, toute l'eau elle provient de la pluie, il n'y a aucun stockage possible, il n'y a pas de lac, il n'y a pas beaucoup de cours d'eau sur l'île, tout se rejette dans l'océan et il n'y a pas de montagne avec de la neige qui pourrait apporter de l'eau toute l'année sur l'île. C'est vraiment une île plutôt plate. Et donc il y a à peu près 2000 mm par an sur l'île. Et avant il y avait seulement 2 semaines de sécheresse par an. Et maintenant avec le changement climatique c'est plutôt 3 mois de sécheresse. Du coup ça apporte plein de contraintes parce que les agriculteurs ils doivent gérer la ressource en eau différemment. Et avoir de l'eau pendant ces périodes de sécheresse c'est très compliqué sur une île. Et donc vu que c'est une île au milieu de l'océan, il y a beaucoup de pêche et il y a beaucoup notamment de gros élevages de saumon, comme on peut voir dans les pays du Nord en Norvège. Et donc c'est des gros bassins au milieu de l'océan avec une concentration de saumon très intense, avec du coup beaucoup d'antibiotiques aussi utilisés. Et il y a aussi beaucoup d'industrie du poisson pour les mettre en boîte, tout ça. Et ça pollue énormément aussi bien l'océan parce que il y a une surpopulation de poissons que les terres parce qu'il y a trop d'utilisation d'eau sale et pour laver tout ça, pour mettre en boîte, ça utilise beaucoup d'eau, donc c'est un gros problème l'industrie du poisson. Et donc ensuite, un autre problème rencontré sur l'île, c'est en fait les gens, pour avoir du coup de l'eau pendant les périodes de sécheresse, ils construisent des énormes puits profonds, mais c'est pas trop fiscalisé et l'État ne contrôle pas trop. Normalement c'est interdit, il faut les déclarer, mais il y a beaucoup de gens qui ne les déclarent pas. Donc ils creusent des puits pour avoir accès à l'eau souterraine, mais sauf qu'il n'y a pas tellement d'études de la géologie de l'île, donc on ne sait pas trop la nappe phréatique, quelle taille elle fait, tout ça. Donc on ne sait pas. Quand les gens construisent un puits, s'ils puisent dans la nappe phréatique et si un jour la nappe phréatique elle sera peut-être vide. Du coup, c'est pas le seul moyen d'avoir accès à l'eau. Il y a aussi des gens qui vont construire des petits barrages, parce que même si j'ai dit que l'île était plate, il y a quand même un peu de relief. Donc ils peuvent récupérer avec des barrages l'eau, la stocker dans des bassins. Au naturel, ils construisent juste un mur pour vraiment bloquer l'eau et faire un barrage. Et après, ils peuvent avec des pompes envoyer l'eau plus haut pour des champs qui sont en haut et avec des tuyaux l'envoyer plus bas pour abreuver des animaux plus bas. Et donc ça, c'est des programmes qui sont beaucoup financés par des aides il y a l'État et c'est l'INIA, c'est ça? C'est l'INIA, c'est un institut agricole qui finance aussi des projets comme ça où les gens ils ont des énormes poches d'eau aussi qui récupèrent de la pluie pour irriguer aussi le maraîchage.
Et ensuite, là-bas, ce qui est intéressant,